qu'on a confiance en toi, parce que tu as confiance dans la France. Jean-Pierre Raffarin. Chers amis, Diderot disait « L'homme vrai est celui qui met ses actes en face de ses mots ». Eh bien, ils étaient 13 sur la ligne de départ. Ils seront peut-être 5 ou 6 au soir du premier tour. Il y en aura 2 au fin du premier tour. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là, Monsieur Alain Juppé. Chers amis, vous êtes formidables. Je dirais même que vous êtes héroïques. Assis sagement sous le feu du ciel, à écouter nos discours, et je sais pourquoi vous subissez cette épreuve. C'est parce que vous avez au fond de vous-même, comme moi, la conviction qu'au printemps 2017, nous serons au rendez-vous et que nous gagnerons pour la France. On va gagner, mais il va falloir se remuer. Et je voudrais remercier tous ceux qui se sont engagés à mes côtés. D'abord à tout seigneur, tout honneur, monsieur le maire de Chatou, cher Guilain Fournier, merci de nous accueillir sur cette île des impressionnistes. À 2 pas de la maison Fournaise, la bien nommée, où Renoir et quelques autres aimaient à canoter sur la Seine. Merci surtout de t'être engagé dès la première heure à mes côtés, d'animer d'aussi nombreux comités de soutien dans ce beau département des Yvelines et de représenter cette force vive sur laquelle je veux m'appuyer, qui est celle des maires et des mairesses de France, de la France entière. Merci aux élus locaux d'être présents autour de moi. Je voudrais remercier aussi Gérard Larcher de sa présence. Certes, nous sommes ici sur sa terre des Yvelines, et je le remercie aussi d'être là en tant que président du Sénat, cette haute assemblée à qui il a redonné du lustre et de l'efficacité. Le remercier également de son engagement dans la préparation des primaires. Comme il vous l'a dit, il a été intraitable pour que ces primaires soient impartiales et incontestables. Merci Gérard de ton engagement pour cette belle cause. Et puis merci à Jean-Pierre Raffarin. C'est une grande chance pour moi que de l'avoir à mes côtés. Je ne parlerai pas de son expérience que vous connaissez. Il a été Premier ministre de la France. Il a été aussi dans mon gouvernement ministre des PME. Il y a fait un travail considérable. J'aime chez Jean-Pierre d'abord cet enthousiasme, allez, j'ose le mot, quasi juvénile, qu'il met dans la façon dont il s'exprime et dont il mobilise les foules. J'aime aussi sa vision humaniste de la politique et de la société française qu'il vient de nous rappeler tout à l'heure. Merci, Jean-Pierre, de faire campagne avec moi et pour moi. Merci à Carl Olive, le maire de Poissy, d'avoir animé avec tout son talent cette réunion. Merci aux parlementaires, aux élus qui sont présents sous la casquette ou sous le chapeau. Quelques inconscients ont le cuir chevelu dénudé. Enfin bon, je leur souhaite bonne résistance. Et merci surtout à vous toutes et à vous tous qui êtes venus si nombreux malgré ces conditions météorologiques extrêmement difficiles. Il y a 2 ans,
presque jour pour jour, c'était, je m'en souviens, le 20 août 2014, j'annonçais ma candidature aux primaires ouvertes de la droite et du centre qui désigneront notre candidat à l'élection présidentielle en 2017. Que de chemin parcouru depuis cette date. J'ai sillonné nos départements à l'écoute des Français. J'ai rencontré toutes celles et tous ceux qui, comme vous, m'ont rejoint dans plus de 1000 comités de soutien à travers l'Hexagone, mais aussi dans nos Outre-mer. Et je voudrais saluer tout particulièrement nos compatriotes ultramarins qui sont présents aujourd'hui. Je l'ai fait aussi à l'étranger. J'ai dialogué avec les élus locaux qui sont de précieux relais avec les populations de nos territoires et plus de 1000 maires m'ont apporté leur soutien. Je me souviens de cette belle réunion Salvagram il y a quelques mois. J'ai reçu de très nombreuses contributions sur mon site internet qui m'ont aidé à construire mon projet pour la France et j'en ai tiré, vous le savez déjà, 3 livres programmes et bientôt une dizaine de cahiers spécialisés sur la défense, sur la famille, sur l'agriculture, sur d'autres sujets encore. Et tout cela, je l'ai fait avec vous et grâce à vous. Pour ces 2 années, pour les mois qui viennent, pour les années qui vont suivre au service de la France, je vous dis du fond de mon cœur un immense merci. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Aujourd'hui, après 2 années de dialogue avec les Français, je suis prêt. Je sais ce que je veux faire pour sortir notre pays de son marasme actuel et je sais comment je vais le faire. C'est pour cela que je suis décidé à gagner avec vous les primaires des 20 et 27 novembre prochains. Ce sera la première étape et vous en avez bien conscience, elle sera décisive. Le 27 novembre, c'est dans 3 mois. Nous avons 3 mois pour gagner et il faut désormais nous lancer à corps perdu dans la compétition. C'est le premier message que je vous adresse aujourd'hui. Cette primaire, elle est inédite pour nous, à droite et au centre. Elle doit remporter un grand succès populaire pour donner à son vainqueur une légitimité incontestable et un élan que rien ensuite ne pourra arrêter. Le 20 novembre, tout le monde pourra voter. Dites-le sans cesse autour de vous. Il ne sera pas nécessaire d'être adhérent à un parti politique pour voter à la primaire. Il sera demandé de souscrire aux valeurs républicaines de la droite et du centre et de verser 2 € à chaque tour pour contribuer en toute clarté aux frais d'organisation du scrutin. Et c'est tout. Les primaires ne sont pas organisées par un parti politique, mais par une haute autorité indépendante dont je veux saluer ici l'efficacité et l'impartialité sous l'autorité d'Anne Levade et avec le concours de Thierry Solaire qui était parmi nous ce matin. On peut, je crois, les applaudir et les remercier du travail qu'ils ont fait, avec, pour ce qui me concerne, le concours d'Édouard Philippe, présent à toutes leurs réunions. C'est à nous désormais de réussir la mobilisation de plusieurs millions de Français qui choisiront celui ou celle qui portera leur espérance en 2017. Il faut aider tous ces Français à passer à l'acte et pour cela, chacun d'entre vous doit s'engager. Je vous y appelle avec ardeur et confiance. Pour ma part, j'aborde cette compétition avec sérénité et détermination. Je parle de compétition plutôt que de combat, car je n'ai pas l'intention de faire campagne contre les autres candidats, parmi lesquels nous trouverons, je le souhaite de tout cœur, une ou plusieurs femmes. Compétition loyale, tout simplement parce que nous appartenons à la même famille politique. En ce qui me concerne, je n'ai que 2 adversaires à combattre, le Front National, dont le parti nous amènerait au fond du gouffre, et le pouvoir socialiste qui nous y a dit déjà, ou presque. Et je vous demande d'adopter la même attitude. Pour cette primaire, mobilisez-vous pour défendre nos idées, sans attaquer les autres candidats, avec lesquels nous devrons aborder ensemble, au soir du 2e tour, le combat de la présidentielle. Cela dit, je connais un peu la musique. À mesure que l'élan autour de moi continuera de grandir,
les attaques pleuvront. Ils diront que je suis vieux. Je viens de fêter mon 71e anniversaire, bel âge pour accéder au pouvoir, comme l'ont fait avant moi d'illustres hommes d'État. Jamais, en tout cas, je ne me suis senti aussi serein dans mon corps et dans mon esprit, en harmonie avec moi-même, avec une vision claire de ce que je dois faire pour mon pays. Ils diront que je suis trop dur, ou trop mou, à gauche, au centre, ou nulle part, étatiste, ou hyperlibéral, gaulliste, ou atlantiste, que sais-je encore. Tout cela, je vous l'assure, me laissera serein et conforté dans mon projet. C'est pour ce projet que je vais me battre, parce que j'ai la conviction qu'il est bon et que je suis aussi, pardon de ce petit moment d'immodestie, l'homme de la situation. On me demandera, question récurrente, a-t-il changé? Ai-je changé? Je vais vous faire une confidence, je ne crois pas. Je me sens toujours l'Alain Juppé de Mont-de-Marsan, mon berceau familial, fidèle à la mémoire de mes parents, qui m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Bosseur en classe, c'est vrai, c'est mal porté aujourd'hui. Avide de tous les voyages, orgueilleux un peu, et timide beaucoup. Passionné de musique, assoiffé de lecture, sportif modérément, amoureux romantiquement, ambitieux méthodiquement, bref, tel qu'en moi-même. Je n'ai sans doute pas fondamentalement changé, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris de la vie, j'ai appris de mes échecs et de mes succès, de mes qualités et de mes défauts. J'ai appris des gens, de leur bienveillance souvent, de leur hostilité parfois. J'ai appris des plus humbles et de leur générosité. J'ai appris des puissants et de leur ambition. J'ai appris des jeunes et de leur soif d'engagement. Et j'ai appris des plus âgés et de leur sagesse. J'ai appris du vaste monde, de l'Europe et des 5 continents que j'ai eu la chance de parcourir. Au total, j'ai plus appris des autres que de moi-même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas commencer à jouer un rôle. Je vais poursuivre la campagne que j'ai entamée il y a 2 ans, une campagne qui me ressemble. Une campagne de vérité, de sobriété, d'espérance. Une campagne où les convictions l'emporteront toujours sur la tactique, ma campagne, et pas celle de l'autre. Je ne vais pas dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre pour mieux le séduire à court terme et mieux le décevoir ensuite. Je refuserai toujours d'instrumentaliser les peurs, de flatter les bas instincts. Je veux sans relâche expliquer la complexité du monde et porter une espérance, celle que vous incarnez cet après-midi même. Le chemin sur lequel je veux vous conduire, et je rejoins ici Jean-Pierre Raffarin, c'est d'abord celui du rassemblement. C'est, j'en suis convaincu, la bonne réponse aux inquiétudes des Français, au-delà même des frontières d'un seul parti politique, fût-il le mien ou le nôtre. Ce rassemblement, c'est d'abord l'union de la droite et des centres, qui nous a permis de gagner de nombreuses élections municipales, départementales et régionales. Ce rassemblement, la cohorte ne cesse de grandir, tout comme ce que j'appellerais les dessillés du Front National, c'est-à-dire tous ceux qui vont ouvrir les yeux sur l'incohérence et les dangers d'un programme attrape-tout. Car nous ne gagnerons pas sans convaincre ceux que nous avons autrefois déçus. Et sans rassemblement, comment ensuite gouverner? Voilà donc, mes amis, mon second message peut-être. Rassembler plutôt que chercher à cliver,
Rassembler plutôt que vouloir exclure ou stigmatiser, rassembler plutôt que d'exciter les surenchères. C'est depuis toujours conforme à mes convictions et à mon tempérament. C'est ce que j'ai fait dans mon action municipale à Bordeaux depuis 20 ans, et c'est ainsi que nous allons gagner, puis gouverner. Je veux rassembler aussi parce que c'est ce qu'attendent les Français, dont la grande majorité fait aujourd'hui preuve dans la terrible tourmente que nous traversons d'un sang-froid admirable. La France a plus que jamais besoin d'être unie, car elle est en état de choc. Tous les Français, moi comme vous, avons été traumatisés par les tragédies qui accablent notre pays depuis 18 mois. Chaque fois, l'horreur monte d'un cran, comme à Nice, comme avec l'assassinat du père Hamel dans son église, sacrilège parmi les sacrilèges. Après tant d'autres attaques terroristes, innommables de barbarie, les Français sont partagés entre angoisse et colère. Et pour les rassurer, il ne suffit pas de répéter que le risque zéro n'existe pas, nous le savons, c'est une évidence. Mais l'évidence ne doit pas conduire au fatalisme pour servir d'alibi à l'inaction. Par définition, on n'a jamais fait tout ce qu'on pouvait faire. Il y a toujours une marge de progrès dans l'action publique pour faire plus et pour faire mieux. Commençons par ne pas nous enliser dans les éternels débats idéologiques dont nous avons le secret. Agissons. À des circonstances exceptionnelles, oui, il faut répondre par des mesures exceptionnelles sans se laisser entraîner pour autant dans toutes les surenchères. Le dispositif actuel a révélé des défaillances inacceptables. Les Français ne comprennent pas et n'acceptent pas, par exemple, que des individus mis en cause pour leur lien avec des activités terroristes soient remis en liberté ou placés sous simple bracelet électronique, et les Français ont raison. C'est pourquoi je veux renforcer les moyens de la justice, qui sont notoirement insuffisants, pour que les procédures d'instruction et de jugement soient plus rapides et qu'ainsi les conditions d'incarcération soient remplies sans délai excessif. Notre droit pénal permet de poursuivre, d'arrêter, de juger les personnes dangereuses. Donnons-nous les moyens de le faire. Je veux alourdir certaines peines de prison, comme le juge antiterroriste Trévidic l'a évoqué après l'assassinat de 2 fonctionnaires de police à Maillanville par un condamné qui avait purgé une trop courte peine. Et je veux aussi faire appliquer réellement les peines prononcées par les tribunaux en supprimant les remises automatiques. Je m'engage également à lancer, comme l'avait fait Dominique Perben quand il était garde des Sceaux, un programme de construction de 10 000 places de prison pour pouvoir incarcérer dans des conditions dignes tous ceux qui méritent de l'être. Que faire des fichiers S? Voilà un sujet tout trouvé pour toutes les surenchères. Et je le dis clairement, je n'accepterai pas sur notre sol un Guantanamo à la française où l'on enfermerait sans jugement des milliers de personnes pour une durée indéterminée et sur simple soupçon. Tous les fichiers S ne sont pas soupçonnés d'activité terroriste. Ceux qui le sont doivent pouvoir être mis préventivement hors d'état de nuire. Les services de renseignement peuvent souhaiter en suivre certains pour remonter des filières organisées. Dans le cadre de l'état d'urgence, les préfets peuvent en assigner d'autres en résidence pour un temps. Au-delà, l'intervention d'un juge reste incontournable. L'autorité judiciaire reste la garante des libertés individuelles et c'est à elle, au terme de l'article 66 de notre Constitution, qu'il revient dans la durée de prendre les mesures privatives de liberté. C'est cela, l'état de droit. Je propose également d'accroître les effectifs des forces de l'ordre réellement déployées sur le terrain en les allégeant des tâches administratives excessives. Nos policiers, nos gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle font un travail admirable et je veux ici leur dire avec vous notre admiration et notre soutien. Mais
ils sont harassés. Il faut les soulager en mobilisant les réserves de ces différents corps, comme je le demande là encore depuis 8 mois. Je propose enfin d'améliorer l'efficacité de nos services de renseignement en recréant un véritable renseignement territorial. Oui, ce n'est pas par hasard que j'ai donné ces mots comme titre à mon 2e livre. Oui, je veux un État fort qui protège les Français et leur permette de jouir en paix et en sécurité de ces libertés pour lesquelles notre peuple s'est tant battu au fil des âges. Un État fort doit aussi être le garant de la cohésion nationale autour des grands principes sur lesquels est fondé notre idéal républicain. Et au premier rang de ces grands principes, je place la laïcité. Et je voudrais aborder avec vous cette question difficile, incontournable, car de plus en plus prégnante dans l'esprit de nos concitoyens, celle de la place de l'islam dans notre société laïque et dans notre République laïque. Et je veux en parler comme je l'ai toujours fait, avec mesure et sans lâcheté. Je veux avant toute chose affirmer ma farouche détermination à combattre l'islamisme radical partout où il nous défie, sur notre sol comme sur les théâtres d'opérations extérieures. Et je vais vous dire dans un instant quelles sont les armes dont nous devons nous doter pour gagner ce qui est une véritable guerre. Mais avant, je veux aussi réaffirmer un choix clair. Je continue à penser que la religion musulmane a sa place en France à condition que nos compatriotes qui la pratiquent respectent strictement les lois et les valeurs de la République, et notamment l'un de ses piliers, la laïcité. C'est le cas de la grande majorité d'entre eux qui veulent que l'islam du XXIe siècle soit une religion moderne, pacifique, tolérante. Mais ce débat mérite d'être clarifié. Le moment est venu d'apporter des réponses précises aux questions que se posent beaucoup de Français. C'est un moment historique. Nous l'avons vécu en d'autres temps, avec les Juifs, au début du XIXe siècle, à l'initiative de Napoléon. La Troisième République l'a fait avec l'Église catholique, au début du XXe siècle, et ça n'a pas toujours été sans violence. Nous devons le faire aujourd'hui avec les Français musulmans, en leur proposant un accord solennel entre la République et les représentants de leur culte. Et on voit bien le contenu de cet accord, dans ses grands principes. D'abord, l'adhésion à la charte de la laïcité dont j'ai proposé l'adoption. Cette charte définirait en termes simples ce que laïcité veut dire en France, à savoir la séparation de l'État et des religions, qui s'engagent à respecter les lois, c'est bien le moins, mais aussi les valeurs de la République, à commencer par l'égalité entre les femmes et les hommes. Religions qui renoncent donc à imposer leurs propres normes dans la sphère publique. Voyez en quoi la République, c'est aussi un de ses principes fondamentaux, garantit à chacun de ses citoyens la liberté de choisir et de pratiquer sa religion, ou aucune naturellement. L'accord fixerait ensuite les règles relatives au recrutement et à la formation des ministres du culte musulman. Il est légitime de leur demander une connaissance des principes d'organisation de l'État républicain, et notamment de la laïcité à la française, connaissance attestée par un diplôme universitaire, comme en délivrent déjà plusieurs universités françaises. L'accord inclurait la connaissance de la langue française et l'obligation de prêcher en France en français. Enfin, le financement de la construction des lieux de culte devrait faire l'objet d'une déclaration permettant d'établir en toute transparence l'origine des fonds. Je ne me dissimule pas la difficulté d'une telle démarche. Avec qui la République contractera-t-elle cet accord solennel? La religion musulmane regroupe de nombreuses traditions et sensibilités, parfois en conflit les unes avec les autres. Elle n'est en général pas dotée d'une organisation ni d'une hiérarchie, et pourtant, il faut un partenaire reconnu pour signer un tel accord. C'est le défi
que doivent relever les Français musulmans pratiquants, se doter d'une organisation qui leur permette de dialoguer valablement et collectivement avec les pouvoirs publics. C'était l'idée du Conseil français du culte musulman. Sa représentativité, sa légitimité, son indépendance par rapport à des États étrangers sont parfois contestées. Il faut régler ce problème et le régler dans le dialogue. C'est un appel que je lance à nos compatriotes musulmans. Ils le savent, ce n'est ni pour les stigmatiser, ni pour les mettre au pied du mur, c'est pour leur tendre la main. J'en prends le risque politique. De la même voix, je vous redis ma farouche détermination à combattre l'islam radical sous toutes ses formes, violentes, et c'est la lutte contre le terrorisme dont je viens de parler, mais plus pernicieuse aussi, à savoir la radicalisation des esprits. Ce combat commence à l'école, où tout se joue. La première mission de l'école, c'est bien sûr de transmettre des connaissances, mais c'est aussi, dès le plus jeune âge, de former le jugement, l'esprit critique, le libre arbitre dans la tête de nos enfants, qui sont plus vulnérables que jamais parce qu'ils baignent très tôt dans l'univers d'Internet où circule le meilleur et le pire. Nous devons les armer intellectuellement et moralement pour qu'ils fassent le tri entre la formation, l'information et la propagande, les faits et la fiction, la vérité et le mensonge. Le mensonge n'a pas sa place à l'école. Lutte contre la radicalisation sur Internet, dont certains messages infectent les esprits faibles. La création du délit de consultation habituelle des sites faisant l'apologie du terrorisme, que j'avais préconisé dans mon livre de janvier dernier, vient d'être mise en œuvre. C'est une première arme. Au-delà, les géants de l'Internet ne peuvent refuser le déchiffrement de connexions anonymes sur leur réseau quand il y a présomption de menées criminelles. Les États sont en droit de faire prévaloir les exigences de l'ordre public et de la sécurité des personnes. Lutte contre la radicalisation dans les prisons, dont on sait qu'elles sont devenues de véritables incubateurs de djihadisme. Il faut y isoler les détenus radicalisés. Il faut y créer, comme je le propose, une police pénitentiaire à même de collecter de précieux renseignements et de faire cesser de dangereux trafics. Lutte enfin contre la radicalisation dans les lieux de culte. Tous ceux où l'on prêche contre la République et contre la paix civile doivent être fermés et leurs prédicateurs poursuivis ou expulsés. Je le redis avec force. Pour moi, les musulmans qui pratiquent une religion respectueuse de nos lois et de nos valeurs ont toute leur place dans la République, pas les autres. Ce combat, nous le menons aussi hors de nos frontières. La France est engagée avec plusieurs nations dans la guerre que lui a déclarée l'État islamique et d'autres organisations terroristes comme AQMI. Je veux saluer avec vous le courage, la compétence de nos soldats engagés dans les sables du Sahel ou dans les cieux du Proche-Orient. La France peut être fière d'eux. Hélas, rien ne cessera sans solution diplomatique. Et sur la scène internationale, la voix de la France n'a cessé de s'affaiblir depuis 4 ans. Le bilan du quinquennat de François Hollande est tout aussi calamiteux sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, et les Français ont perdu toute confiance dans ceux qui les gouvernent. Vous observerez que je ne consacrerai pas l'essentiel de mon discours à faire le bilan du quinquennat actuel. Vous le connaissez, et je crois que le verdict des Français est sans appel. En 2017, la France aura donc besoin d'une profonde alternance. Elle le sait. Et elle l'attend. En 2017, nous aurons la lourde tâche de répondre à cette attente en faisant renaître la France puissante qui reprendra son rang parmi les grandes nations. Une France puissante qui, sur la scène internationale, affirme ses choix stratégiques sans être inféodée à quiconque, ni à l'Est, ni à l'Ouest, ni au Nord, ni au Sud. C'est ce que la communauté internationale attend de nous et c'est ce que Jacques Chirac incarnait si bien. Je vous invite à avoir aujourd'hui une pensée pour lui. Une France puissante qui reprend l'initiative en Europe, qui ne se résigne pas à laisser le Brexit
défaire la construction que nous avons édifiée depuis un demi-siècle. Une France qui parle d'égal à égal avec l'Allemagne et qui affirme clairement ses priorités. Le rétablissement de ses grands équilibres financiers, bien sûr, mais aussi le soutien à la croissance et à l'investissement, le respect des frontières que nous avons mises en commun et pour lesquelles le statu quo de Schengen n'est plus tenable aujourd'hui, la politique de sécurité et de défense commune, enfin, en avançant résolument avec nos partenaires qui y sont prêts vers une mutualisation de certains de nos moyens militaires. J'aurai l'occasion, dans le courant du mois de septembre, de m'exprimer plus longuement sur notre politique étrangère et sur notre politique européenne. Une France puissante qui ne baisse pas la garde. Voyez combien le monde est lourd de menaces et qui fait donc les efforts nécessaires, y compris budgétaires, pour que ses armées aient les moyens d'assurer la défense nationale, tant par la dissuasion nucléaire, garante de l'intégrité de notre territoire et de notre population, que par une capacité de projection sur les théâtres d'opération où nos intérêts sont en jeu. Une France puissante qui retrouve la maîtrise de sa politique migratoire. J'ai proposé l'instauration de quotas d'immigration par pays et par compétence, comme il en existe dans bien de démocraties occidentales, comme par exemple le Canada, d'où je rentre à l'instant. J'ai proposé de réduire sensiblement la durée d'examen des demandes d'asile et de reconduire effectivement à la frontière ceux dont la demande est rejetée. Au bout d'un an et demi, c'est plus possible. Il faut réduire les délais. J'ai proposé de conditionner l'acquisition de la nationalité française des enfants nés en France, autrement dit le droit du sol, à la régularité du séjour d'au moins l'un des deux parents au moment de la naissance. Et j'ai proposé de conditionner le regroupement familial, non pas de l'interdire, ce qui serait inhumain, mais de le conditionner à l'exercice d'un emploi et donc à l'existence d'un revenu du travail pour celui qui le demande. Une France puissante qui remet son économie en état de marche en lui apportant le ballon d'oxygène dont elle a tant besoin. Dans mon livre « 5 ans pour l'emploi », j'ai précisé en détail ma stratégie économique. D'abord, une loi quinquennale de programmation fiscale pour donner aux acteurs économiques ce qui leur manque tant aujourd'hui, c'est-à-dire de la visibilité à moyen terme sur les baisses d'impôts et sur les baisses de charges. Ensuite, un travail ambitieux, difficile, qui va demander beaucoup de constance et d'énergie, de simplification dans le maquis des normes et des procédures qui pénalisent tous ceux qui veulent créer et entreprendre. Simplifier, simplifier, y compris le droit du travail, sur lequel on n'a fait qu'un tout petit pas en avant. La réduction progressive et équilibrée du poids de la dépense publique, qui a atteint un record insupportable. Promettre des baisses d'impôts, c'est bien, j'en ferai. Il faut dire comment on les finance, aussi, si votre sérieux est responsable. La confiance faite à l'entreprise, enfin, de la plus petite à la plus internationale, pour conquérir des parts de marché et innover. Dans cette stratégie de reconquête économique, l'industrie devra trouver toute sa place. Et les pouvoirs publics devront créer les conditions de compétitivité qui lui permettent de prendre un nouveau départ. Et nous avons de beaux fleurons industriels. Je salue le contrat que Alstom vient de signer aux États-Unis pour, je crois, près de 2 milliards d'euros ou de dollars en fournissant des trains à grande vitesse. Je ne me résigne pas davantage à voir notre agriculture, qui fut la première d'Europe et qui ne l'est plus, décliner inexorablement de crise en crise. Je sais que la baisse des prix désespère nos producteurs de lait et de viande bovine. Et c'est le tour maintenant de nos céréaliers qui me disaient tout récemment « On n'a jamais vu ça ». La récolte de cette année va tomber de ces 40 millions de tonnes habituelles à moins de 30 pour des raisons essentiellement climatiques. Ils ont besoin, en urgence, d'aide de trésorerie. J'ai défini dans mon cahier « Agir pour l'agriculture, les voies et les moyens du redressement ». Nos agriculteurs me trouveront toujours à leur côté. Une France puissante qui se donne les moyens d'être durablement généreuse. La croissance et le plein emploi, qui sont le cœur de mon ambition sociale, en augmentant la richesse française, nous permettront de lutter plus efficacement contre la précarité, la pauvreté, l'injustice des inégalités qui minent notre société. Et je sais de quoi je parle, en tant que maire de Bordeaux. Je présente souvent ma ville comme une sorte de paradis qui serait habité exclusivement par de riches viticulteurs. 14 à 15% de la population bordelaise vit sous le seuil de pauvreté. J'ai des quartiers politiques de la ville qui sont difficiles. Je sais combien la lutte contre cette précarité
est difficile, il faut en faire une priorité. Je serai en tout cas fidèle à l'idée de justice sociale qui est au cœur de ma filiation gaulliste. Voilà des objectifs bien ambitieux, me dira-t-on. Oui, mais la France a besoin d'une haute ambition. La France l'attend, la France l'espère. Cela dit, elle s'interroge. Et souvent, dans ces innombrables rencontres que j'ai faites depuis 2 ans et bien avant, après le temps de la discussion, et généralement celui de l'adhésion à mon projet, vient le moment du doute. D'accord, me dit-on, vos idées nous plaisent, mais qu'est-ce qui nous garantit que cette fois, vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout, que vous ne calerez pas devant la rue ou devant les syndicats? Je comprends cette interrogation. La seule façon d'y répondre de manière convaincante, c'est de faire. C'est la démonstration par la preuve. Et quand on n'est pas au gouvernement, il est difficile de faire. Et c'est pourquoi je réponds aujourd'hui par mon discours de la méthode qui tient en 4 points. Annoncer la couleur à l'avance, être prêt et agir vite, gouverner vraiment et faire un seul mandat. Et je m'explique. Bravo! Je parle souvent des 100 jours qui précéderont l'élection présidentielle. Il faudrait tout faire, qui suivront l'élection présidentielle. Il faudrait tout faire en 100 jours. Parce qu'au-delà, ce serait inévitablement le blocage. Je ne partage pas cette obsession ni ce pessimisme. Et je préfère parler des 100 jours d'avant. Des 100 jours avant l'élection, ceux de la campagne électorale. C'est à ce moment-là que je veux dire aux Français ce que j'ai l'intention de faire s'ils me font confiance, sans rien dissimuler de mes projets, même ceux dont le premier goût ne sera pas forcément un goût de miel. C'est pour moi la seule manière honnête d'obtenir un mandat clair. Si les Français m'élisent, ils sauront à quoi s'en tenir. Ils sauront ce que je ferai une fois élu et pourquoi le pays ira mieux lorsque je l'aurai fait. L'élection présidentielle donnera à son vainqueur toute la légitimité pour agir, pour faire ce qu'il aura annoncé. Ensuite, être prêt et agir vite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le cas en 2012. Pour les réformes les plus urgentes, je préparerai donc un ensemble de textes, projets de loi ou d'ordonnances, que je rendrai publics le moment venu, avant l'élection présidentielle. Je m'engagerai à les mettre en œuvre rapidement. Ces réformes seront autant de déclics qui, en 6 mois, je l'espère, pourront changer le climat politique et faire revenir la confiance. Certaines réformes prendront plus de temps, mais le cap sera donné et la barre sera tenue. Bravo! Je présiderai et le gouvernement gouvernera. Et je demanderai aux ministres de diriger véritablement leurs administrations. Pour cela, je veux les choisir pour durer et je veux qu'ils accordent autant d'attention à l'application des décisions qu'à leur conception. Vous voyez que ça va changer. Enfin, rassurez-vous, je n'aurai pas l'œil vissé sur les sondages pour préparer au mieux ma réélection en évitant tout ce qui fâche, même quand ce qui fâche est indispensable, puisque je ne ferai qu'un seul mandat. Ceux qui auront contribué à notre réussite collective auront alors un chemin tout tracé pour poursuivre la route. 5 ans de travail, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, consacrés à la France, pas à mon destin personnel, pas à la tactique ni aux petits calculs, à la France, aux Françaises, aux Français, et tout particulièrement aux générations qui prendront la relève. Je veux préparer la France de nos enfants, la France de 2030, une France qui ira mieux, une France qui aura retrouvé confiance en elle, où nous aurons chacun retrouvé confiance en l'autre, fierté, grandeur et bonheur. Oui, bonheur peut-être, ce bonheur qui paraît si lointain et qu'il ne tient qu'à nous de réinventer. C'est à la jeunesse de France que pour terminer, je voudrais m'adresser à travers vous, à travers mes formidables JAJ, jeunes avec JT. Et à
travers toi, chère Marine, oui Marine, qui a réussi son coup d'essai tout à l'heure. Et son lapsus était révélateur. Et l'Iranien, vous la retrouvez sur cette tribune, sans doute, dans quelques années. La jeunesse, je devrais dire les jeunesses, tant leur diversité est grande. Il y a les jeunes qui étudient et les jeunes qui travaillent, déjà. Il y a ceux qui galèrent à la recherche d'un premier emploi qu'on leur refuse parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle et pour cause. Il y a ceux qui sont à l'aise dans la mondialisation